La data, c'est la donnée extérieure qu'on fait rentrer dans un programme et qui va nous servir à rendre l'utilisateur plus intelligent. On a raté le plaisir de devenir hacker au sens noble du terme. J'estime pas que je suis hacker, mais hacker au sens noble du terme, ça veut dire bidouilleur. Il y a un moment où tu as plaisir à coder, tu fais ces 4 lignes, même si elles servent à rien, tu te dis ah oui, mais en fait c'est cool quand même. Tiens, c'est marrant, il y a souvent les packs de bière qui sont vendus en même temps que les couches. L'IA, elle est censée s'appliquer à ce qui va se passer à l'avenir. C'est-à-dire tu l'as entraînée sur les données du passé, mais elle va être capable pour la prochaine donnée qu'aucun cerveau humain n'a vue, de prendre une décision. Bonjour Benjamin. Bonjour Grégoire. Aujourd'hui, on a le plaisir de t'accueillir dans cet premier épisode du podcast Albert School autour de différentes matières qu'on enseigne à l'école. Et puis, on commence pas par n'importe quelle matière, puisqu'on commence par la data. Ouais, c'est un sujet important pour nos élèves, je crois. Absolument, puisque le bachelor est un bachelor de business et de data. Donc la data, finalement, c'est quand même presque la moitié de ce qu'on apprend à Albert School, même si dedans, on englobe les cours de data, mais aussi les cours de mathématiques. Et donc peut-être pour commencer, je voulais commencer par essayer de définir ce que c'est que la data. Qu'est-ce que c'est la data? C'est un terme vaste. Tout ce qui rentre dans cet ordinateur, techniquement, c'est de la donnée. Donc la définition d'un ingénieur, ce serait n'importe quelle succession de 1 et de 0 qu'il y a dans un programme informatique qui traîne sur un disque dur, c'est la donnée. Mais nous, on est dans une définition un petit peu différente, un petit peu plus évoluée. La data, c'est la donnée extérieure qu'on fait rentrer dans un programme et qui va nous servir à rendre l'utilisateur plus intelligent en extrayant de cette donnée brute des insights, on appelle ça des insights en anglais, en tout cas des notions importantes qui vont lui permettre de mieux piloter son business, de comprendre plus de choses sur son marché. Donc la data, ça peut être très vaste, ça peut être 2 ans de données de caisse d'un supermarché, ça peut être 5 ans d'activité d'un satellite, ça peut être des sondages, ça peut être plein de choses sous un format informatique, assimilable par un programme, et qui va nous permettre de dire des choses, on l'espère, intelligentes. Alors j'ai fait mes devoirs avant ce podcast et j'ai regardé sur le Larousse la définition de la donnée. Donc la donnée, c'est la data en anglais. Et donc la donnée, c'est l'élément qui sert de base à un raisonnement, point de départ pour une recherche. Ben voilà, ouais. Donc j'étais dedans. Ouais, exactement. J'étais à peu près dedans. Ouais. En fait, c'est dingue, c'est hyper large, quoi. C'est un élément qui est un point de départ pour un raisonnement. Voilà. Donc en fait, quand on fait un raisonnement, il faut s'appuyer sur la donnée, c'est ça ? En fait, oui, après il y a des raisonnements fermés sur eux-mêmes, mais bon là on va rentrer dans des notions mathématiques, et puis je suis pas expert en maths. Dans ce qui nous intéresse, nous on part de data, oui, pour faire des raisonnements, pour aboutir à des choses intéressantes. Mais il faut savoir qu'on utilise la data en informatique depuis très longtemps. C'est que depuis quelques temps qu'on appelle ça la data, qu'on parle beaucoup de data, mais ça fait très longtemps évidemment qu'on creuse des données en informatique. C'est vrai que dans les mathématiques, en mathématiques, on va faire des raisonnements complètement abstraits, où on n'a pas forcément besoin de données. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, dès qu'on fait un raisonnement où finalement on fait un raisonnement sur le monde, que ce soit sur de la physique, de la chimie ou du business ou de la santé, c'est là en fait, est-ce que c'est ça finalement la donnée, c'est qu'on fait un raisonnement sur le monde réel ? On fait un raisonnement sur le monde réel et on fait un raisonnement sur une extraction du monde réel, sur un snapshot du monde réel à un instant T. On a rarement les 100% de la data, ça n'existe pas, donc on va avoir un snapshot à un moment donné. Et c'est important de le savoir quand on va commencer à processer la donnée, à la cruncher, pardon pour tous ces anglicismes. C'est important de savoir est-ce que l'échantillon qu'on a il représente la totalité de la population ou est-ce que ça n'est qu'un échantillon. Ok, on va revenir dessus, on va reparler de la donnée un peu plus tard, et notamment peut-être des métiers aussi sur lesquels on peut utiliser de la donnée et l'évolution de ce sujet au cours des dernières années. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle rapidement de toi, aussi qu'on sache finalement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de données avec toi. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ton parcours ? J'ai un parcours, on peut parler de mon parcours en tout cas en code, qui a commencé en, on va dire 94-95, je programmais un peu sur ma calculette, après j'ai fait du Pascal à la fac. Et ensuite, j'ai commencé... Donc du Pascal, c'est un langage Pascal, c'est un langage de programmation. Là, je parle de ça, on est en 94 ou 95. Et ensuite, progressivement, moi, je vais m'intéresser à l'informatique parce que, je suis un peu insomniaque. Donc, j'avais besoin de quelque chose pour alimenter mon cerveau pendant mes insomnies, alors je lisais. Et j'ai eu la chance d'avoir un PC en, on va dire, 94 ou 95. Je suis pas j'ai pas commencé à 12 ans comme certains. Commencé un peu plus tard, mais ce PC, il fallait l'utiliser, et il y avait à l'époque on distribuait des CD de Linux, et donc on mettait le CD Linux dans le lecteur de CD-ROM, il y avait encore des lecteurs CD-ROM, on lançait, il fallait installer Linux, et là c'était un peu un combat, et pour utiliser il fallait comprendre, il fallait apprendre. C'est un peu ce qu'on a perdu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui quand on regarde un téléphone, excuse-moi je digresse, quand on regarde un téléphone comme un iPhone, c'est magnifique, c'est beau, mais on n'incite pas à l'ouvrir, on n'a pas besoin de comprendre comment ça fonctionne pour l'utiliser.
c'est à la fois génial parce que ça permet à plein de gens de s'en servir sans avoir à ouvrir un mode d'emploi, c'est super. Mais on a raté quelque chose dans l'étape, on a raté le plaisir de devenir hacker au sens noble du terme. J'estime pas que je suis un hacker, hein, mais hacker au sens noble du terme, ça veut dire bidouilleur. Le hacker, c'est le mec qui soulève le capot, qui met tout par terre et qui dit alors ça, si je mets ça avec ça, qu'est-ce que ça fait? Si je mets ça et ça, en faisant ça, il comprend. Okay, et cette étape-là, tous les gens qui faisaient de l'informatique avant, dans les années 80-90, devaient passer par cette étape. Ouais. Aujourd'hui, on n'est plus obligé de passer par cette étape. C'est bien et c'est pas bien. Voilà. C'est marrant, ça me fait tout de suite penser aux voitures. Alors moi, je suis incapable de... Parce que tu as pris la métaphore d'ouvrir le capot. Ouais. J'ouvre le capot d'une voiture, honnêtement, je ne comprends rien à ce qui se passe. Ouais. J'ai beau faire une école d'ingénieur. Toi, tu comprends ce qui se passe quand tu ouvres le capot d'une voiture? Alors, déjà démonter et remonter une voiture. Les systèmes, j'ai jamais démonté complètement une voiture. Par contre, j'ai essayé de comprendre plusieurs fois les systèmes. Comment sont décomposés les systèmes dans une voiture? J'ai dû faire une formation moteur diesel pour faire du bateau. Et le moteur diesel, c'est à la fois ultra polluant, c'est dégueulasse, etc. Mais c'est fantastique d'intelligence. Ouais, quand tu comprends comment ça fonctionne et comment chaque truc alimente chaque autre truc, etc. Et que c'est un système qui est presque vivant, qu'une fois qu'il est lancé, il tourne et d'ailleurs pour l'arrêter c'est compliqué. Ça me fait penser à ça parce que j'imagine qu'au début du XXe siècle, les gens qui construisaient des voitures, des hackers. C'était que des gens qui montaient, démontaient, bidouillaient les voitures. C'est des hackers, surtout qu'il n'y avait pas de diplôme à l'époque, donc c'est forcément des mecs qui ont commencé, juste on leur a filé la voiture, ils ont dû comprendre. Donc c'est exactement la définition du hacker. Un hacker, c'est né dans les années 70 au MIT, c'est des mecs qui pénétraient la salle PC à l'époque, on n'avait pas le droit de rentrer dans la salle, il fallait donner ses programmes sur carte perforée, et ben eux, la nuit, ils craquaient la porte, ils rentraient, et ils arrivaient sur une machine où ils n'avaient pas le mode d'emploi. Ouais. Et c'est né comme ça. Et je reviens sur mon parcours, donc Linux, ça m'oblige à un peu comprendre, apprendre, j'achète les bouquins de la collection Aurélie, je bosse dans un cybercafé, je commence à faire de la programmation web sur quelqu'un qui faisait du web, j'avais un collègue qui faisait du web statique, moi je rendais son programme dynamique, j'ai fait des caddies, des petits catalogues en ligne, etc. En 2000, je monte une boîte une web agency, où on fait des sites web dynamiques pour des clients. Cette web agency, parce que moi j'avais une petite touche quand même hosting et hébergement, système, on devient aussi hébergeur. Donc on a une boîte qui fait de l'hébergement et du dev web, mais progressivement on s'oriente hébergement. Et en 2005, moi je vais aux États-Unis avec une petite appareil photo qui prend des vidéos, je reviens, je fais un montage. Ce montage me plaît, j'ai envie de le mettre en ligne. Je me dis innocemment qu'il y a un système de partage de vidéos qui existe. Il n'y en a pas, enfin plutôt si, il y en a un. Début 2005, il y avait Vimeo, mais Vimeo, il ne faisait pas l'encodage. Donc, il n'encodait pas la vidéo. Ça veut dire qu'il fallait soi-même encoder la vidéo sur son PC avant de l'uploader. Je me dis, il faut quand même que le truc n'est pas terminé, quoi. Donc, je bidouille, moi, un truc. Comme j'avais l'infrastructure réseau, j'avais ma boîte d'hébergement et les compétences en dev, j'ai pu rapidement shooter un petit programme en 2-3 jours, j'ai fait un petit truc. J'ai mis en ligne avec mes vidéos et j'ai envoyé un mail à des potes en leur disant si vous voulez mettre des vidéos en ligne, j'ai fait ce petit truc, ça va encoder automatiquement votre vidéo, essayez. Et donc, il y en a certains qui ont essayé. Et c'est la première fois qu'ils voyaient leur vidéo en ligne, et donc forcément, ils ont pris le lien, ils l'ont envoyé à 15 personnes. Ouais. Et donc j'ai vu, moi, dans ma petite base de données MySQL, j'ai vu le nombre d'inscrits augmenter, le nombre d'inscrits. Au début, que les gens avec qui j'avais envoyé un mail, et puis progressivement, je voyais des nouveaux mails des gens que je ne connaissais pas. Ouais. Donc là, j'ai compris qu'il se passait un truc. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le product market fit. C'est, ou la viralité, même sans aller sur la viralité, je savais même pas que c'était ça la viralité. Je n'avais jamais entendu parler de viralité, mais la viralité, elle s'opérait sous mes yeux. Et donc là, j'étais voir mon pote Olivier Poitré, qui est un killer qui est aujourd'hui chief architecte chez Netflix et qui a repris ce que j'avais fait. Moi, j'avais fait un brouillon qui marchait, et il a repris et on est parti à deux. Il y a eu Dailymotion. Voilà. Ça, c'est l'histoire de Dailymotion. Ça dure pour moi opérationnellement, ça dure 3 ans. C'est ça, à l'époque, c'était avant l'ère du cloud. Donc, quand tu dis que tu as fait ça, c'était avant l'ère du cloud. Votre propre machine qui stockait. Quand on a lancé, c'était avant YouTube. YouTube est arrivé en septembre 2005. Ouais. Eux, ils disent avril 2005. On les a rencontrés d'ailleurs après. Mais en tout cas en ligne en France, visible septembre 2005. Voilà. Okay. Et oui, à l'ère moi j'étais hébergeur, donc quand je te dis ça, il y a une partie interface, JavaScript, HTML, faire un beau truc, ergonomie, pour que les gens comprennent tout de suite, où cliquer, que ça donne envie de cliquer, etc. Et toute une partie technique, où il fallait la nuit aller sortir des machines du coffre, les racker, faire l'install Linux et en rajouter, parce que le trafic augmentait. Ouais. Voilà. Donc oui, il y a les deux parties, les deux briques. Et donc après 2 ans, pour moi l'histoire s'arrête au bout de 3 ans parce que j'ai bien aimé défricher, construire, mais après opérer, gérer, avec tout ce que ça comporte de politique, c'est pas ma nature, je sais pas faire. Donc je suis parti et j'ai fait d'autres projets, certains qui ont marché, d'autres qui ont marché. J'ai fait des meubles, j'ai fait une base de données d'œuvres d'art, un petit cowork d'artisans qui tourne toujours et sans jamais lâcher le code, vraiment, toujours fait du code en tâche de fond, que ce soit pour mes projets, que ce soit pour faire des meubles, que ce soit pour des clients, j'ai toujours eu des clients en code. Et j'ai commencé à enseigner depuis 2018. Et voilà, le premier jour d'enseignement, je me souviens, j'étais bien flippé.
J'imagine, ouais. Pardonne-moi l'expression, alors que j'avais quand même pris ma petite mallette, pris l'avion pour aller lever vraiment j'ai levé quelques millions de dollars, tu vois, j'ai levé dans ma vie, je sais pas, une trentaine, quoi, vraiment mon nom sur ma tête, et j'avais pas peur d'aller voir la VC parce que voilà, et le jour où je suis arrivé de ma première classe avec 18 élèves, j'avais la petite goutte de sueur quand même. Ouais. Mais progressivement, j'ai trouvé ma façon de faire, je pense que ça fonctionne, il y a un échange qui fonctionne bien, et donc j'ai continué. Voilà. Et donc au début, t'enseignais surtout, t'enseignes en fait encore aujourd'hui surtout le Python. Ouais. T'enseignes le code. Et le code, c'est quoi le lien entre Python et la data finalement? Alors, ouais, lien entre Python et data. Python, si je réponds lien entre Python et data, Python c'est un outil, c'est un langage de programmation. Enfin, c'est quoi Python déjà? Parce que Python est un langage de programmation simple à apprendre, simple à utiliser, parce qui a été conçu par Guido van Rossum en 91 dans cette optique-là. Il a été conçu dans l'optique de faire un langage facile à utiliser, facile à lire, plaisant à lire. Il y a des langages de programmation très puissants comme le C++, le C#, qu'on utilise tous les jours sans le savoir parce que la majorité des programmes qu'on utilise sont codés dans ce langage-là, mais qui sont affreux à lire. Parce que quand tu ouvres le fichier texte, tu vois plein d'accolades, point de virgule, plein de trucs, c'est puissant, rapide et optimisé, mais c'est difficile à lire. Donc ça, c'est des langages C++, C# qu'on va apprendre dans des écoles d'informatique, disons. D'ingé que nos élèves pourront apprendre s'ils ont envie de l'apprendre, mais qui est pas, pour faire de la data, tu n'as pas besoin de ça du tout. Ouais. Python suffit largement. Avec Python, tu peux faire énormément de choses. Python est utilisé aujourd'hui dans pratiquement la totalité des boîtes qui ont un pied dans la data ou un pied sur Internet. Parce que c'est facile tu as une idée de programme, une grande majorité de développeurs va balancer Python tout de suite. Et Python, c'est parfait pour cruncher de la data, parce qu'il y a des modules qui ont été écrits pour Python qui sont faits pour ça. Notamment NumPy, Pandas, des modules qui ont été faits pour faire des modèles d'IA, Scikit-learn, Keras, etc. Donc tu as toute la panoplie, une fois que tu sais utiliser Python, tu as une panoplie d'outils à ta disposition qui te permet de cruncher de la data. Ouais, donc tu recommences pas à chaque fois en refaisant tout depuis zéro. C'est un peu comme quand, je sais pas, sur Excel, tu veux faire une moyenne de plein de nombres. Ouais. En fait, tu ouvres Excel, tu sélectionnes tous les nombres, tu écris égal, moyenne, oui, et c'est déjà fait, quoi. C'est ça. En fait, c'est un ensemble. Python, c'est un langage de programmation, mais c'est aussi quelque part presque pas une plateforme, mais une énorme boîte à outils, avec plein d'outils qui ont été faits pour toi dans plein de domaines qui vont de l'astrologie, la vulcanologie, la biologie, j'en sais rien, ouvrir des portes de jardin, gérer ton jardin, enfin dans tous les sens. Il y a des milliers de modules qui ont été écrits pour Python et beaucoup pour gérer de la donnée. J'aime beaucoup cette analogie de dire Python c'est une boîte à outils et finalement toi ton rôle c'est d'apprendre à nos étudiants, aux étudiants Albert School, à apprendre à utiliser les outils. Utiliser les outils pour faire quelque chose. Quand on apprend un outil, c'est pour faire quelque chose. C'est pas on apprend ces outils pour l'outil, quoi. Et donc est-ce qu'on peut donner quelques exemples, assez précis de qu'est-ce qu'on peut faire avec prenons un de ces outils et disons avec cet outil par exemple on peut faire ça. Et ça, c'est vraiment utile parce que, concrètement, il y a... Alors, il y a les deux. Évidemment qu'on est à Python pour faire des choses utiles, et je vais t'en lister quelques-unes. Mais j'essaye, moi aussi, de donner aux élèves, de leur transmettre le plaisir de faire, parce que c'est essentiel. Et ça passe à un moment par se dire, tu codes, il y a un moment où tu as plaisir à coder, tu fais ces 4 lignes, même si elles ne servent à rien, tu dis, ah oui, mais en fait, c'est cool quand même. C'est cool quand même parce que c'est beau et que j'ai réussi à le faire et que c'est intéressant. Ouais, c'est un peu comme quand tu réussis l'exo de maths, et que tu dis, j'ai réussi. Mais ouais, tu as réussi. Et en Python, en plus, tu fabriques, c'est comme un gamin avec des Lego, tu fabriques des choses, tu vois. Et quand tu te rends compte à quel point c'est puissant et que toi, tout seul, avec quelques lignes d'aide sur Internet, ce que tes souvenirs de cours, tes anciens programmes, tu peux fabriquer des trucs super, c'est hyper... C'est jouissif, mais c'est une sensation de puissance, bien sûr. De plaisir. Ouais. Et donc j'essaye aussi d'utiliser le cours de Python comme un prétexte pour enseigner le plaisir d'apprendre et le plaisir de faire. Okay, et apprendre à apprendre, etc. Et toutes ces notions-là, pour moi, le cours, c'est un vaisseau pour plein de choses. Et évidemment, essentiellement, cruncher de la data. Parce que l'école s'appelle Albert School, à cause d'Albert Einstein, qui a dit cette phrase. Le plus important à l'école, il a dit, l'éducation c'est ce qui reste après que vous avez oublié tout ce que vous avez appris à l'école. Donc pour revenir sur ce que tu dis, effectivement, toi au-delà, effectivement, t'enseignes des outils et tout, mais au-delà de ça, t'enseignes le plus important. Le plus important, c'est le plaisir d'apprendre. Et c'est ce côté hacker finalement. Et de faire et de coder complètement et de comprendre. Parce que si ça se trouve, il est possible que ce qu'on leur apprend demain, dans toutes les écoles d'informatique du monde, peut-être que dans 5 ans, il n'y aura plus besoin. On le sait tous, c'est possible. Par contre, si on leur a transmis en chemin la capacité à apprendre, le plaisir de faire, on sait que les élèves qui sortiront d'Albert, ils se mettront à jour. Et ils feront d'autres choses. Donc ça, pour moi, c'est essentiel. L'un va avec l'autre. Et pour répondre à ta question sur qu'est-ce qu'on peut faire avec des cas précis... Prenons un outil Python. Parce que tu vois, on dit que Python, c'est une suite à outils, il y a plein d'outils. L'outil central
pour cruncher la data, c'est Pandas. Ok, donc c'est quoi Pandas? Pandas, c'est un module qui a été fait par un monsieur qui travaillait dans un hedge fund, qui avait besoin régulièrement... Donc hedge fund déjà un fonds d'investissement, bon, on va simplifier. Non, mais un fonds d'investissement. Voilà. Un fonds d'investissement. Ouais. Et donc, il avait l'habitude d'avoir des données qui arrivaient dans un format particulier et de devoir les présenter à des décideurs, à des gens qui allaient faire des choix d'investissement, etc., en faisant des calculs. Donc, il y avait un standard de faire rentrer un jeu de données en entrée, cruncher la donnée et afficher les données de façon propre et intelligible par un utilisateur. Donc par exemple, il avait plein de cours de bourse de plein d'actions différentes qui arrivaient, et lui, ce qu'il voulait montrer, c'était peut-être la moyenne de chaque cours de bourse. Complètement, par exemple. Sur les 3 dernières semaines, et puis la moyenne les 3 semaines d'avant, quoi. Exact. Imaginons que c'est ça, moving average ou ces choses-là. Tu as plein de manières de faire ça. Tu peux ouvrir, si le fichier est compatible Excel, tu l'ouvres avec Excel. Tu vas faire tes clics, etc. et tu vas le refaire. Le problème, c'est que tu devras le refaire à chaque fois que tu ouvriras un nouveau fichier Excel. Donc toutes les semaines, quand tu vas faire ta présentation, tu rouvres ton fichier, tu refais tes 10 clics, etc. Voilà, c'est pas un langage de programmation Excel, c'est un logiciel avec un tableur en face de toi. Tu peux mettre du code dans des cases, etc. Mais bon, on va dire que ça n'a pas été pensé pour ça. Tu peux aussi faire ça en partant de zéro, sans utiliser un module Python. Et toi, apprendre à Python à comprendre comment est structuré ton fichier en entrée, quel calcul tu veux faire, et tout recoder quelque part à la main en Python. Tu peux le faire, mais ça va être long. Ou alors, tu sais utiliser Pandas. Pandas, en une ligne, tu ouvres ton fichier, tu l'importes. Même s'il est en ligne, tu peux l'importer. Il comprend l'essentiel des formats d'échange de fichiers qu'on utilise aujourd'hui. En quelques lignes, tu fais tes calculs et tu les affiches. C'est fait pour ça. Voilà, c'est fait pour ça. Et que tes données en fait, c'est un petit automate, quoi. Tu crées un petit automate qui automatiquement va... Créer un automate, oui, alors c'est un automate et c'est aussi c'est vraiment un outil pour les codeurs pour vite afficher ces stats-là, quoi. Et tu as une fois que tu as importé ton fichier, il est utilisable dans ton programme dans un format qu'on appelle le data frame, qui est un format où tu vas pouvoir faire les choses que tu fais aussi avec une base de données, mais tu vas aller plus vite, tu vas les faire plus rapidement, plus simplement. Tu vas avoir tout condensé, ta base de données, ton import sur les 5 lignes en face de toi, et donc tu vas être très efficace. Voilà, très efficace. Okay. Et que le fichier en entrée, ce soit encore une fois des cours de bourse, des maths abstraites, les données d'un satellite, des stats sismologiques, n'importe quoi. Pour le data analyst, c'est la même chose quelque part. Ça ne fait pas de différence. Après, ça fait la même chose. Il ne faut pas que je dise ça parce que j'insiste pour que mes élèves comprennent le dataset qu'ils prennent en entrée, qu'ils ne prennent pas ça comme des chiffres bruts, sinon ils vont dire des bêtises. Si on ne comprend pas comment les données ont été collectées, est-ce que c'est toute la population ou un échantillon, et un petit peu le domaine, les règles essentielles du domaine dont on est en train de parler, que ce soit de la biologie, etc., on va peut-être dire des bêtises. Donc c'est mieux à chaque fois d'essayer de monter en gamme. C'est pour ça que moi, à la fin de l'année, je donne à mes élèves en cours, prenez le domaine qui vous plaît, que ce soit un domaine biologique, un sport, évidemment beaucoup ont pris le foot, n'importe quoi, vous prenez ce que vous voulez, vous me trouvez un dataset et vous me faites un notebook intéressant. Ouais. C'est marrant, c'est intéressant ce concept de comprendre ce qu'on fait. Je pense que c'est quelque chose qu'on essaie de beaucoup mettre en avant aussi à Albert School. Et notamment, c'est pour ça qu'on n'est pas une école de data. On est une école de data et de business. Business et de data. Parce qu'en fait, la data, c'est toujours une analyse, voilà, on part de données, on part d'informations pour en tirer une conclusion et une conclusion sur un sujet. Et donc, on peut faire de la data en physique, on peut faire de la data en médecine, et d'ailleurs, on en fait beaucoup. Nous, notre sujet, c'est le business. On va former des gens qui vont faire du business. On est une business school avec beaucoup de data. Et donc, par exemple, en quoi cette data, elle peut être utile pour le business tu vois, est-ce qu'il y a des métiers qui, il y a 20 ans, on faisait d'une certaine façon et aujourd'hui, en fait, on les fait de manière complètement différente parce qu'on a accès à toutes ces données, parce qu'on a de la puissance de calcul. Est-ce que tu as des idées de métiers comme ça? Le premier exemple où on a parlé de data warehouse, c'était Walmart, je crois. Un des premiers gros exemples cités, c'est les données de caisse d'un supermarché. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus... C'est du miel pour un data analyst d'une caisse d'un supermarché. Parce que y a beaucoup de données déjà, c'est très bien rangé dans les bonnes cases, etc. Et on peut... Donc les données de caisse d'un supermarché, c'est... moi, je vais au supermarché, j'achète un peu de Nutella et du grès râpé, et puis voilà. Et ça, c'est dans la caisse, en fait, enregistre... 15h, un client pas, un ticket de caisse à 15h32 avec un pot de Nutella, 2 pots de banane, machin, etc. Okay. Et ça sur 2 ans. Et donc sur là, 3 ans, sur 10 ans. Et en analysant ça, du coup, qu'est-ce que je peux faire? Là, je sais pas, tu remarques par exemple que, tiens, c'est marrant, il y a souvent les packs de bière qui sont vendus en même temps que les couches. Je crois que c'est le premier exemple qui a été donné. Voilà. Oui, parce que ils envoyaient les mecs à l'époque acheter le pack de couches et ils prenaient aussi le pack de bière, c'était le dimanche, machin. Donc ils shootent une promo croisée sur les deux et ils cartonnent.
Promo croisée, ça veut dire en fait, t'achètes Acheter les d'un couches, temps, en ouais. fait, t'as moins 20% sur les bières. Par exemple. Marrant, Voilà. Et carton. Et ça, pour se rendre compte de ça, en fait, tu l'imaginerais peut-être pas forcément. Impossible. Je veux dire, il y a tellement de données qui passent, de gens qui passent à la caisse, c'est impossible pour un humain. Il n'y a pas assez de bande passante pour voir ça. Vous voyez, là, l'ordinateur, il est parfait pour ça. Il n'y a que lui qui peut voir ça. Et donc l'équipe qui est en charge des promotions, donc tu as pris l'exemple de Walmart, qui est un peu le Carrefour américain. Oui. Donc J'ai pris l'exemple le plus basique et peut-être le moins intéressant, mais le plus mais c'est facile à comprendre. C'est intéressant. Mais donc ça veut dire que les gens qui sont en charge des promotions chez Carrefour, on imagine que c'est des gens qui parlent beaucoup à des clients, etc. Mais en fait, tu me dis aujourd'hui, c'est potentiellement des gens qui vont devoir faire du Python et aller analyser toutes les sorties de caisse et déterminer des tendances en fait dans le comportement des clients. J'espère évidemment qu'ils font les deux, mais c'est sûr qu'en analysant leur data, c'est là qu'ils vont pouvoir récupérer le plus de parts de marché. Ils le savent tous. Alors voilà. Ouais. C'est... Non, mais c'est là où il faut faire les deux, quoi. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est ni des purs data scientists uniquement tech, etc. C'est des gens qui maîtrisent cette partie-là, mais qui maîtrisent aussi le côté métier, qui savent aller parler aux clients. Tu es obligé d'être dans les deux. Etc. Pour tout, tu es obligé d'être dans les deux. Et si tu lis, bon, je digresse un peu, mais il y a Walter Isaacson qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les Innovateurs, qui est un bouquin fantastique. C'est le biographe de Elon Musk, aussi de Steve Jobs, etc. Et là, je suis en train de commencer sa biographie de Léonard de Vinci. Et il dit toujours, c'est un peu sa marotte, il te le montre dans Les Innovateurs, il dit que les mecs qui ont innové, c'est les mecs qui étaient au milieu entre art et science. Bon, là, on ne parle pas d'être entre art et science. Mais on dit que oui, si tu es focus que sur ton truc et que tu mets tes œillères et que tu es que dans ton Excel, tu peux devenir très bon sur Excel, mais tu auras moins que le mec qui est un peu entre les deux. Parce que si tu as une connaissance de ton métier, de tes clients et qu'en plus tu es data analyst, donc oui que tu es entre data et business, c'est parce que tu es entre les deux et que tu as un pied dans les deux que tu vas réussir à faire avancer les choses, je pense. Ok, intéressant. Dans les autres exemples de métiers que j'aime bien donner comme exemple aux élèves, parce qu'ils ont complètement changé, je trouve, ces 20 dernières années, c'est le métier du marketing. Il y a 20 ans, faire du marketing, c'était mettre une pub avant tout à la télé et dans le métro. Donc tu designais ta pub, tu mettais peut-être 3 mois à la designer, parce qu'une fois que tu la mettais à la télé, elle bougeait plus. La pub, elle reste là pendant 6 mois. Donc il fallait vraiment bien la designer en avance. Et puis après, tu la mettais à la télé, et au bout de 6 mois, tu regardais est-ce que les ventes elles ont monté ou pas, et peut-être oui, peut-être non, mais tu ne savais pas vraiment pourquoi. Aujourd'hui, plus de 50% du budget publicitaire des marques, en fait, il passe sur TikTok, Facebook, Instagram. Et donc dès qu'on lance une pub, au bout de 2 heures, on peut voir le nombre de clics, le nombre de vues, le taux d'interaction, le taux de conversion. On peut voir si c'est plus les hommes ou les femmes qui ont aimé notre pub, la tranche d'âge. En fait, la quantité d'analyse qu'on peut faire sur une pub au bout de 2 heures, maintenant, elle est énorme. Et donc, en fait, le job, il y a 20 ans, de faire du marketing par rapport au job de faire du marketing aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Ah oui, c'est plus les mêmes métiers, c'est plus les mêmes personnages, c'est plus les mêmes acteurs qui d'ailleurs, il y a eu un shift dans le marché qui est énorme. On a vu ces boîtes d'ingénieurs maintenant. Ouais, mais donc, en fait, qui forme à ça ? Parce qu'on sort d'école de commerce, on n'a pas forcément le background technique qui permet de faire toutes ces analyses. Et en école d'ingénieur, on fait quand même aussi beaucoup de physique, de chimie, qui sont des choses passionnantes, mais qui ne sont pas forcément nécessaires pour faire du marketing. Oui, tu as besoin des deux. On a shifté vers ingénieur, mais c'est des ingés qui comprennent ce qui se passe dans le business. Ouais. Donc ou alors ça peut être des gens du business qui ont cette touche code, qui savent faire les deux. C'est sûr que c'est un métier, c'est un très bon exemple de métier où tu dois avoir un pied dans les deux. De sciences quelque part. Et aujourd'hui en pratique, moi j'ai le sentiment que c'est beaucoup de gens qui sont formés sur le tas. Donc soit c'est des gens qui étaient déjà dans le marketing et qui en fait ont réussi à prendre le pli de cette technique qui arrivait et qui ont appris un peu sur le tas à analyser des données. Soit c'est des ingénieurs qui ont été recrutés dans des équipes marketing parce que finalement ils étaient curieux, ils voulaient voir ce que c'est. Et ils venaient déjà avec leur casquette technique. Et puis ils ont appris sur le tas le côté plus marketing business. Complètement, non, mais tu as complètement raison. Et même si c'est pas, même si les élèves vont arriver dans ces métiers d'Albert et on leur ferait peut-être pas faire du Python tout de suite, peut-être même qu'ils feront pas de Python, ils vont arriver sur des plateformes technologiques où ils auront besoin de cette curiosité technologique et ils auront besoin de ces réflexes techno, data qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui. Donc je veux dire, c'est Python. A priori, ils feront du Python parce que Python, c'est utilisé vraiment vastement dans ces domaines-là. Ouais. Mais même si c'est d'autres plateformes, ce qu'ils font en Python configure leur esprit pour être capable d'aller plus vite que les autres pour la compréhension de ces nouveaux outils. Ouais, c'est un schéma de pensée. Un schéma de pensée, se dire déjà, quand je me pose une question, est-ce que je peux aller m'appuyer sur des faits, sur des données, pour répondre à la question. Et aussi des logiques de débugage. Comment j'utilise un outil, c'est quoi un bug, c'est quoi débugger, c'est quoi un message d'erreur, qu'est-ce que c'est que ce métier de débugger, d'avoir envie que le programme il fonctionne, tu vois. Tu es face à une plateforme technologique, ça marche pas, est-ce que tu appelles le service technique, tu fais allô, ça marche pas. Ça, c'est une catégorie de population. Moi, j'essaye de sortir les élèves de cette catégorie-là. C'est pas allô, ça marche pas. C'est qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça marche pas, comment ça fonctionne, c'est quoi le message d'erreur, est-ce que je peux y arriver tout seul. Et ça, c'est une démarche qu'il faut
c'est pas inné, quoi, tu vois. Ouais, Tu dois l'apprendre, et on est en train de l'apprendre. Ouais. Alors, on a parlé de métiers du marketing, on a parlé de métiers de faire des promotions chez Carrefour, on a parlé un peu de hedge fund. Donc, il y a quand même beaucoup de métiers où j'ai l'impression qu'on touche un peu aux deux mondes, et data et business. Ouais. Finalement, moi, quand je parle de data avec des lycéens, souvent, on me dit « Ah, mais moi, j'ai pas envie d'être informaticien, en fait. Moi, j'ai pas envie, le code, c'est pas mon truc. » Et j'ai l'impression qu'ils mélangent un peu deux types de... Enfin, l'informatique, c'est très large. Il y a beaucoup de choses. Et il y a quand même deux univers là-dedans qui, pour moi, sont complémentaires, mais sont quand même relativement différents. Il y a le développement de logiciels qui est plus sur le côté architecture. Tu vois, il faut réussir à penser les bonnes architectures. Les mathématiques ne sont pas forcément très nécessaires pour développer des logiciels. Il faut avoir un esprit très carré avec de l'architecture qui marche sur le long terme. Et puis, il y a le côté analyse de données, algorithmie, qui s'appuie sur le même langage, finalement, le code, mais qui, finalement, nécessite un esprit un peu différent, où c'est un peu moins de l'architecture, c'est plus de l'algorithmie, de l'analyse, des maths, du coup. Et cette deuxième partie-là, elle est beaucoup plus en lien avec le business. Puisque c'est là où en fait on va faire l'analyse au service du business, et donc il faut comprendre ce que font les clients aussi. Ouais. Là où le développement d'architecture, en fait, c'est comme être architecte, quoi. Enfin, c'est comme construire un bâtiment magnifique, et il y a un côté esthétique, il faut être créatif, mais c'est des compétences assez différentes. Alors je mettrais moi je pense que il y a plein de choses dans ce que tu as dit. Ouais. Informaticien, déjà le mot informaticien il fait peur. Oui. C'est comme ça, c'est con, pardon pour l'expression, mais il fait peur. Ouais, mais alors, parce qu'on a une image. Comment on casse cette image ? Comment est-ce qu'on casse cette image ? Enfin, est-ce qu'il faut casser cette image ? Est-ce que cette image elle est vraie ? Et si elle est vraie, est-ce qu'elle est vraie sur tous les informaticiens ? Cette image, elle a effectivement existé. Disons que moi la différence que je ferais entre l'ingénieur système et le data analyst, pour moi, l'architecte d'un bâtiment, il est encore ailleurs parce que lui, il doit être l'humain et le plan. Oui. Le bon architecte, c'est un urbaniste, donc il comprend les flux d'humains. Et c'est le mec qui doit le plus parler avec les humains. Il est dans son plan, il revient sur l'atelier, sur sa table, et il parle. Alors que l'ingénieur système, c'est ça la différence. C'est peut-être là qu'il est l'informaticien. Moi, je trouve que c'est des gens fabuleux parce que et j'en ai rencontré à l'EPITA. Tu peux être ingénieur système et ne parler à personne. C'est un peu ça le problème. Ouais. C'est pour ça que parfois, tu as des gens... C'est pas un problème, mais c'est juste qu'il y a des gens qui se disent que tous les informaticiens sont comme ça. Je pense qu'humainement, c'est un problème, mais ça, c'est un autre sujet. C'est pour ça que peut-être que certaines personnes se retrouvent dans ces métiers-là. Voilà, mais tu peux faire du système 100% de ta vie sans parler à personne. Parce que quand tu fais du système, tu ne parles qu'avec la machine. Ouais. Et oui, c'est une méthode de raisonnement, mais c'est aussi un background énorme en termes d'architecture. Moi, j'ai connu des gens, en arrivant à l'EPITA, qui avaient déjà recodé le noyau Linux. Tu vois, c'est des killers. Ouais. C'est un métier particulier. Data analyst, c'est un autre métier. Ouais. Okay, c'est un autre métier. Tu dois comprendre le business, tu dois parler avec des gens, tu es inséré dans une entreprise à plein d'endroits différents, avoir des sondes ouvertes dans la vraie vie pour comprendre ce qui se passe. Et parfois, tu retournes sur l'ordi pour cruncher tout ça et sortir quelque chose d'intéressant. Et pour faire ça bien, si tu veux être un bon data analyst, il faut quand même être un bon codeur. Bien sûr. Voilà. Tu vas pas être un informaticien système en ce sens que tu vas pas devoir passer ta vie sur ton ordi et parler avec ton ordi. Non, tu vas être dans la vraie vie, mais tu dois être un bon codeur. Voilà. Et je pense que pour rentrer à Albert, il faut quand même avoir envie d'être un bon codeur. Ah, bien sûr. Voilà. Alors, oui, tu veux pas être un informaticien, tu veux pas passer ta vie sur un ordi, etc. D'accord. Oh, tu peux vouloir, hein. Il y a certains. Oui, non, mais voilà, mais on parle d'Albert, bien sûr, on parle d'Albert. Non, mais je veux dire, même à Albert School, on a des étudiants qui ont envie d'être data scientist et de vraiment passer beaucoup de temps dessus. Mais tu peux avoir, moi, Olivier Poitré, le directeur technique de Dailymotion, qui est un des mecs les plus calés en tech que je connaisse, c'est un mec qui a commencé graphiste. Il est arrivé chez une boîte qui s'appelle DigiWeb, qui était un hébergeur. Il est rentré en stagiaire graphisme et il avait l'administrateur système à côté de lui. Il a commencé à regarder, et comme c'est une amie, il a tout absorbé et maintenant c'est un tueur. Ouais. À tout niveau d'ailleurs, du back, du système jusqu'au JavaScript, c'est un large spectre. Okay, et à l'Albert, c'est ce qui peut se passer aussi. Ouais. Tu peux avoir des gens qui arrivent, qui veulent faire de la data, mais qui découvrent le code et la tech et qui shiftent. Ouais, pas. Hein, en fait, j'ai l'impression dans ce que tu dis, moi si je comprends bien, mais que en fait, un des problèmes, des stéréotypes qu'on peut avoir autour de l'informatique, c'est que les étudiants ils se disent c'est tout ou rien. Soit je suis informaticien, en fait, je fais que ça, je suis tout le temps derrière un ordi et je suis un pur informaticien. Alors que c'est pas ça, je suis un peu un geek. Soit je suis pas informaticien et du coup le code c'est pas pour moi. Ouais. Alors qu'en fait, effectivement, il y a toute une gradation du pur informaticien qui fait que ça, qui est un développeur système, à la personne qui touche jamais son ordi, mais a priori c'est quand même pas les jobs de demain, et qu'entre les deux il y a toute une gradation. Et que nous, finalement, ce qu'on encourage ici, c'est de dire, en fait, il y a toute une partie de jobs qui sont passionnants, qui sont un peu à 50-50, où à la fois, on a vraiment le contact humain, la compréhension du business et les clés, mais la compréhension du monde technique qui, en fait, aujourd'hui, toutes les boîtes sont des boîtes de tech. Moi, j'adore dire ça. Évidemment, Netflix, Facebook, c'est des boîtes de tech. Mais en fait, Louis Vuitton,
Aujourd'hui, Louis Vuitton est une boîte de tech. Ah, complètement. Louis Vuitton traque tout ce que fait l'ensemble de leurs clients sur les réseaux sociaux, détecte la fraude et les produits sur le marché noir grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. Il lance de plus en plus de ventes en e-commerce. En fait, ça devient de plus en plus une boîte de tech. Tesla, ils font des voitures. Tesla, c'est une boîte de tech. Complètement, complètement. Il faut... Après, chez Tesla, tu vas avoir des vrais ingé systèmes. Pour le coup, Tesla, tu vas avoir des mecs hardcore, tu vas avoir des tueurs, des mecs impressionnants. Mais tu as aussi des gens qui vendent les Tesla. Oui. Qui sont des marketeurs. Et tu as des gens qui sont entre les deux. Et tu as des gens qui sont entre les deux, c'est certain. Oui. Et c'est sûr que chez Albert, les mecs doivent être entre les deux. Ils doivent avoir envie d'être entre les deux. Il faut qu'ils aient envie, qu'ils soient appâtés par le business et qu'ils aient envie de passer 3 heures à se prendre des cas de business et appliquer leur jus de cerveau dessus et faire la même chose sur du code. Pour vraiment les deux. Pour revenir sur la data et ce qu'on apprend dans ton cours de data, dans tes cours de data, que ce soit ici ou ailleurs d'ailleurs, c'est quoi du coup? On fait 7 heures de data par semaine ici, pendant au moins les 2-3 premières années, donc ça représente quand même beaucoup d'heures. Si on essaie de donner un goût un peu aux gens qui nous écoutent, finalement, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, qu'est-ce qu'ils vont apprendre, en rentrant un peu dans le détail, et en même temps, on choisit quelques points. Tu vois, les 3 points clés, les 4 points clés, qu'est-ce qu'ils apprennent? Le premier point, Python, c'est un langage de programmation, mais c'est un langage. Donc dans le langage, il y a des mots. Donc déjà, on apprend le langage Python. C'est la base. Donc on sort, on est bilingue. Tu sors, t'es bilingue, oui c'est sûr. À la fin de la première année, t'es bilingue, t'as appris l'essentiel de ce que Python avait à t'offrir. Tu vas pas être le meilleur développeur en Python tout de suite, mais apprendre l'essentiel du langage, ça se fait assez facilement. Python est un langage qui a bien évolué, qui a rajouté pas mal de complexité, mais on va dire que 75% du langage est compréhensible à la fin de la première année. Donc tu as tout ce langage à apprendre, et ce qu'il y a d'intéressant et de bien pour les élèves, c'est que le langage de programmation, c'est assez universel. Donc quand tu apprends à faire un si en programmation, que tu l'apprennes à faire en Python, tu vas comprendre comment il fonctionne en JavaScript. Quand tu dis on apprend à faire un si... Un if. Le if, c'est en programmation, il y a ce qu'on appelle les instructions conditionnelles. Ça veut dire des parties de ton programme qui vont être effectuées ou pas en fonction du réponse à une question. Par exemple, dans l'algorithme faire des crêpes, est-ce que j'ai de la farine? Donc ça, c'est un algorithme simple. En fonction de la réponse à est-ce que tu as de la farine, tu vas exécuter certaines lignes de code ou pas. Si tu n'as pas de farine, tu vas mettre tes chaussures, sortir de chez toi, aller chez l'épicier, acheter de la farine, revenir chez toi. C'est 3 lignes de code. Donc pour reprendre l'exemple de Carrefour, si le client a mis des couches dans son caddie, alors lui envoyer une notification sur son portable, il y a moins 20% sur les bières. Tu peux faire ça, alors c'est un autre programme. Oui, tu peux, par exemple, oui, si, machin, oui, exactement, ça c'est une instruction conditionnelle. Au début, on est un peu plus basique dans notre code, on n'est pas encore dans les gros systèmes qui gèrent tout Carrefour pour l'instant dans les voitures. Mais Carrefour ou n'importe quel autre supermarché, on apprend à faire des si et des tant que, et pour chaque ligne dans le fichier, etc. Ça, c'est un langage universel. Nous, on l'apprend spécialisé en Python. C'est comme l'italien, l'espagnol, le français, ça se ressemble. C'est-à-dire c'est la même structure globalement. Tu as des verbes conjugués, des temps, mais ce n'est pas exactement les mêmes mots. En programmation, c'est pareil. Donc nous, on apprend à faire ça en Python, et c'est l'essentiel de notre première année. On va dire c'est la moitié de notre première année. C'est une façon de réfléchir. C'est comment est-ce qu'on parle à une machine. Comment tu traduis un algorithme en code. L'algorithme des crêpes, l'algorithme de tiens, la lampe fonctionne pas, est-ce que la lampe est branchée, est-ce que le bulbe est cassé, tout ça c'est un algorithme avec des choix conditionnels. Comment tu traduis ce genre d'algo en code? Comment tu le traduis? Tu le vois en code avec des boîtes, des flèches ou dans ta tête. Comment tu en fais quelques lignes dans code. On utilise aussi évidemment les notebooks Jupyter, là c'est un peu technique, mais je pense qu'il faut en parler parce que c'est aujourd'hui on passe l'essentiel de notre temps dans ce cadre-là, qui est un cadre de programmation avancé qui permet de moins se prendre la tête qu'avant. Et à partir du... Donc ça, c'est le logiciel qu'on va ouvrir sur son ordinateur, dans lequel on va écrire un peu du code. Exactement. On va dire c'est un logiciel dans un logiciel, parce que c'est un logiciel dans un éditeur texte, c'est des concepts un peu compliqués, mais les élèves, au bout de 3-4 leçons, c'est naturel pour eux. Donc oui, c'est dans l'éditeur texte, il y a une surcouche de Python qui s'installe. C'est-à-dire qu'en fait, on n'écrit pas du code dans Word. Exactement, ça a beaucoup de sens. Et en fait, tu as ce notebook, l'intérêt, c'est que tu as le texte, tes lignes de code, ton code source, et le résultat de ton code dans le même espace. Et tu peux faire plusieurs programmes, résultat de mon code. Nouvelle cellule, nouveau programme, résultat de mon code. Dans un même fichier que tu vas enregistrer. Donc dans le même fichier, en fait, je
je vais écrire un peu de code et Oui. je peux Le lancer je peux le lancer tout de suite, quoi. directement Je le lance dedans. tout de suite et je vois tout de suite des résultats. Exactement. Et T'as en pas fait, besoin de je suis pas changer là de en train programme. coder pendant une semaine avant de faire un logiciel et de voir s'il marche, quoi. Bon, même si c'est pas une semaine, mais t'es pas là avec 3 programmes différents, ton terminal, ton éditeur texte, machin, à switcher de programme en programme. Donc en fait, en cours, pendant le même cours, ils sont dans le même programme. dans le même truc et je vais Ouais. pouvoir tester en fait plein de fois, Exactement. plein de trucs, etc. Avoir plein de Exactement. résultats. Et tu peux intercaler en plus, c'est ça l'avantage du Jupyter Notebook, du texte formaté Ok. et du code. Donc c'est parfait pour mettre en page un cours. Pour moi, c'est fantastique. Pour mettre en page aussi le rendu d'une data analyse, c'est parfait aussi. Un développeur, il fait sa data analyse dans son notebook. Il peut à la fois coder, tester son code et rendre au client tout ça dans le même fichier. Voilà. Donc c'est vraiment parfait. Ok. C'est très adapté. C'est pour ça qu'on l'apprend et c'est pour ça que c'est un raz-de-marée, Jupyter Notebook. Évidemment, c'est utilisé partout. Ok. Donc on apprend le langage Python, on Ouais. apprend finalement le manuscript Ouais. dans lequel on va poser ce langage. Ouais, exactement. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Et après, on passe à Pandas. Pandas, qui est, en tout cas dans la première année, Pandas qui est ce module, le module roi pour faire de la data analyse en Python. Et on va passer toute la fin de l'année dessus, peut-être en fonction des rythmes, peut-être on va passer 3 mois dessus. Voilà, pour cruncher la donnée. Et dans Pandas, c'est c'est un outil dans l'outil, c'est une boîte à outils dans la boîte à outils, qui elle-même va apporter d'autres outils. Parce que dans Pandas, on peut faire par exemple de l'affichage de courbes, évidemment, de graphiques, d'histogrammes. Avec Matplotlib, il y a plein d'autres modules pour afficher des graphes, faire ce qu'on appelle de la data visualisation. Quand on sait que présenter une donnée sous forme de chiffres, ça permet d'aider un certain type de réflexion, mais que les afficher sous forme visuelle, ça facilite d'autres réflexions. Et il y a certaines choses qu'on ne peut montrer que visuellement. Donc il faut faire de la data vis. Et ça, c'est tout donc on va dire Python, Jupyter Notebook, Pandas, c'est notre base, notre socle. Ok. Ok. Alors. Et je fais un peu, excuse-moi, moi j'essaye d'apporter un peu d'ingénierie, déjà parce que c'est un peu mon domaine, et c'est important pour les élèves, et en plus parce que vous me l'avez demandé même avant quand je suis rentré, donc on fait SSH, Unix, on fait un peu de TCP/IP, un peu de web. Ouais, donc Alors, tout ça en fait c'est des choses qui permettent à l'élève de comprendre comment fonctionne l'ordi, quoi. Tout ça c'est des outils, si tu les connais pas et que tu les maîtrises pas, tu vas être moins bon, moins efficace que le mec d'à côté qui va les maîtriser. Donc autant, sachant que c'est simple, autant les comprendre. Autant savoir ce que c'est qu'un système d'exploitation, qu'est-ce que c'est Unix, donc qu'est-ce que c'est la ligne de commande, pourquoi la ligne de commande c'est puissant, SSH c'est quoi, c'est accéder à la ligne de commande d'un ordinateur qui peut être de l'autre côté de l'Atlantique et tu as l'impression que c'est le tien. TCP/IP c'est le sous-jacent de toute l'Internet. Pendant qu'on parle, c'est enregistré dans le cloud, ça passe par TCP/IP, tout ce qu'on dit est découpé en petits paquets. C'est quoi TCP/IP, c'est ça. Pourquoi? Et moi quand j'apprends, j'essaie toujours de pourquoi on en est arrivé là et pourquoi il y a ça. Qu'est-ce que ça vient réparer comme problème? Donc en de l'informatique, je fais une petite histoire de l'informatique courte, mais elle permet de mettre les élèves dans le bain et de dire ah oui, je comprends mieux pourquoi on a leur dit quoi. TCP/IP, qu'est-ce que c'est venu compenser? C'était quoi le problème avant TCP/IP? Ouais, je comprends. Je monte un petit extrait du film War Games pour faire comprendre ça. Super film War Games. Eh ben, en parlant de recommandations de films, est-ce que tu as vu The Playlist? J'ai pas vu de playlist. C'est une série sur Spotify. Ah oui, on en a parlé, il faut que je la regarde. Qui est vraiment top. Il paraît qu'elle est super. Super. Et notamment, tu vois un peu comment Spotify s'est développé et le gros enjeu de Spotify. Donc à l'époque, c'était Pirate Bay. Il y avait Pirate Bay. Tout le monde téléchargeait la musique illégalement. Sauf que quand vous alliez sur Pirate Bay à l'époque, vous tapiez un nom de musique et tu avais 70 fichiers différents qui arrivaient et tu savais pas du tout lequel fallait prendre. Un sur deux, c'était un virus. Il y avait un surtravail à faire de fil de tri. C'était bordel. Et puis quand tu le téléchargeais, ça mettait 1 heure à se télécharger. Et puis c'était piraté. Et donc à l'époque, les gars de Spotify, ils se sont dit non mais il faut faire un truc beaucoup plus simple, quoi. Aujourd'hui ça paraît évident, mais techniquement, ils se sont dit faut qu'il y ait une app, on clique sur le morceau de musique et il joue direct, instantanément. Mais la complexité technique de dire je clique, ça commence tout de suite. Aujourd'hui on a la 5G et tout, on a l'impression que les films c'est pareil et tout, et en fait, avec les puissances de calcul et de réseau qu'ils avaient à l'époque, ils galéraient à faire démarrer le morceau instantanément. Et dans le film, dans la série, ils expliquent que le fondateur, il voulait être en dessous de, je crois que c'était 200 millisecondes, qui est le temps en fait où l'humain se rend pas compte que c'est pas instantané. Et ils étaient bloqués à 400 millisecondes. Et le CTO de la boîte, il explique qu'on est bloqué à 400 millisecondes à cause d'un problème technique dans la façon dont Internet est construit, le TCP/IP, où en fait quand j'envoie mon package, ma quantité minimale d'informations, après j'attends qu'il y ait la validation et j'envoie le prochain et en fait je dois toujours valider qu'ils ont bien reçu le... Ils ont utilisé UDP pour faire le truc sans validation. Et donc en fait ils ont recodé leur propre TCP/IP. En fait ils ont
tu peux pas recoller ton propre TCP/IP parce que tous les routeurs par lesquels tes paquets vont passer sont TCP/IP. Ouais. Donc ça doit respecter Enfin, soit TCP/IP, ouais. soit UDP. À mon avis, ils ont envoyé l'UDP peut-être, qui est un protocole sans validation. Alors c'est possible, je sais pas s'il existait Ouais. à l'époque ou pas, Ouais. mais en tout cas eux ce qu'ils racontent dans la série, après c'est une série et je suis beaucoup moins technicien que toi, mais ce qu'ils expliquent c'est qu'en gros ils ont trouvé une façon de hacker TCP/IP et en gros de dire je m'en fous de la validation et juste tu prends mon flux de données. Alors je suis curieux, je vais aller regarder parce que ça se trouve. Tu prends mon flux, tu vois, je te bouffe mon flux et en fait je m'en fous si tu l'as reçu ou pas. Et en fait ce qu'ils disent c'est que quand je t'envoie un morceau de musique, s'il y a un flux sur 10 que t'as pas, en fait tu l'entends pas à l'oreille quoi. Mais c'est exactement les mêmes problématiques qu'on a eu Spotify, je crois que c'est quoi, c'est 2007, 2008 ? Ouais, quelque chose comme ça. Daily, nous c'est 2005 et on a eu ces mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'évidemment ce qu'il fallait, c'est que quand tu cliques sur Play, ça vienne vite, ça devait être un outil grand public. On voulait sortir l'utilisation de la vidéo d'outils de techniciens, tu vois, où il fallait télécharger un truc, t'acheter un logiciel, machin. Non, c'était tout dans le navigateur, au début en flash, donc t'as rien à installer, t'as pas de plugin installé, et quand tu cliques sur Play, tu vois la vignette de la vidéo avec la première image de la vidéo. À l'époque, c'était la première image. Maintenant, YouTube, Daily, tout le monde fait un truc pour sélectionner l'image qui va être représenter la vidéo. Dans la... Mais quand tu cliques sur Play, ça vient vite. D'ailleurs, on va choisir une vignette pour cette vidéo. Ouais. Pour cette vidéo-là qu'on va faire. Et même maintenant, ah bah oui, c'est vrai en plus. Maintenant, t'as plein d'algo d'IA qui te la choisissent. Mais... Oui, et ben justement, c'est la bonne transition pour la suite. Parce que justement, je voulais parler un peu IA. On parle beaucoup d'IA depuis un an et demi, enfin depuis un peu plus, mais là, avec l'arrivée de ChatGPT, de DALL-E, etc., on parle beaucoup d'IA. IA, data, il y a un lien, il n'y a pas de lien, c'est quoi le... tu vois, je suis lycéen aujourd'hui, je me dis j'ai envie de faire de l'IA. En fait, ça veut dire quoi faire de l'IA quoi ? Comment est-ce qu'on va faire de l'IA ? L'IA, on appelle ça intelligence artificielle. Le mot intelligence, il est très galvaudé, c'est pas le sujet de ce podcast, mais c'est pas vraiment de l'intelligence. Mais en tout cas, c'est analyser et repérer des patterns, on va dire, dans des patterns, donc des schémas, des tendances, choses qui se répètent, des tendances, des choses qui se répètent, etc. Et faire ça beaucoup plus vite que le cerveau humain pourrait le faire. Tout à l'heure, on parlait de cette association entre couches et packs de bière dans les carrefours. C'est un algorithme qui peut s'appeler IA, qui va détecter les patterns, qui va être capable de repérer qu'il y a des choses qui s'assemblent ensemble. Bon, ça va pas vraiment être de l'IA parce que la frontière entre des maths statistiques et l'IA, elle a tendance à s'atténuer. Il y a beaucoup de gens qui disent j'ai un modèle d'IA alors qu'en fait c'est juste un modèle statistique. Mais bon, l'IA c'est des stats aussi, donc on va dire que c'est des modèles. Oui. Voilà. Donc l'IA en fait c'est perméable. L'IA c'est une sous-catégorie de modèles statistiques. Oui. On a décidé d'appeler IA parce qu'en fait ça ressemble à un cerveau. Oui. L'algorithme ressemble à un cerveau. Ça va détecter des patterns et ça va détecter des choses que ton cerveau aurait pu normalement voir, mais lui il va aller beaucoup plus vite. Par exemple, un modèle d'IA simple. Je fais rouler 10 000 voitures avec une caméra vidéo, avec un capteur sur le frein, et je laisse conduire des gens. Et à chaque fois qu'ils appuient sur le frein, je prends les 10 images des 10 secondes avant qu'ils appuient sur le frein. Je les stocke. Donc j'ai, sur 10 ans de conduite, pour 100 voitures, 1000 voitures, j'en sais rien, à chaque fois un coup de frein et les images de pourquoi il a freiné. Je fais tourner un module d'IA dessus, j'entraîne un modèle d'IA dessus et je le mets dans une nouvelle voiture et mon but c'est que cette voiture elle soit capable de freiner toute seule au bon moment. C'est ça. Tu prends ce pattern-là, tu peux l'appliquer à plein de choses. Donc en fait c'est une analyse de données aussi. Parce que tu lui donnes toutes les données de toutes les voitures. L'IA a besoin de data. L'IA a besoin de data. L'analyse que tu fais dans Panda, c'est une analyse statistique, une pré-analyse, une analyse descriptive, qui va pas anticiper. C'est une analyse qui s'applique à ce que tu as déjà vu par le passé. L'IA, elle est censée s'appliquer à ce qui va se passer à l'avenir. C'est-à-dire, tu l'as entraîné sur les données du passé, mais elle va être capable, pour la prochaine donnée qu'aucun cerveau humain n'a vue, de prendre une décision. C'est ça la différence entre ce qu'on fait dans Pandas et ce que tu fais avec l'IA. Et donc ça, c'est un peu des cours de 3e année, par exemple, d'Albert School. Au 2e, je pense. 2e déjà, carrément. Non, scikit-learn, il faut en 2e. Et donc ça, c'est de nouvelles bibliothèques, c'est ça, Python ? Ah, complètement. Python est parfait pour ça. Tu as 2 bibliothèques, tu as scikit-learn et Keras. Il y en a d'autres, il y a PyTorch, il y en a plein, qui chacun ont leur manière de fonctionner. La première, en général, qu'on enseigne, c'est scikit-learn. Scikit-learn, c'est un standard, c'est encore une nouvelle boîte à outils qui te permet de... Alors, c'est pas dans mon... Je l'en ai fait dans d'autres écoles, mais là, ici, c'est pas mon truc. Tu vas prendre des jeux de données. Tu as par exemple 1000 lignes avec des scientifiques qui ont mesuré la taille des pétales d'un iris et qu'on dit est-ce que c'était un iris de catégorie A ou B. Ils ont fait ça à l'œil parce qu'ils le savaient. Donc tu as 1000 lignes de ça avec des données catégorisées. Donc pour ces 1000 données en entrée, on te dit quel type d'iris c'est. Mais tu ne vas pas entraîner ton modèle avec ces 1000 lignes parce que tu ne pourrais pas le tester. Donc tu vas en réserver 100 pour le tester, que tu caches, tu ne le donnes pas au modèle. Tu l'entraînes avec 900 lignes. Et une fois que tu l'entraînes avec 900 lignes, tu lui donnes ces 100 et tu vois si ces déductions sont identiques au bon résultat. Et c'est comme ça que tu entraînes des modèles. Et grâce, avec cette technique-là, d'entraînement et d'échantillons de test, tu peux même entretenir les modèles automatiquement.
Parce que tu peux lui dire, essaye de faire ça, et regarde quel taux tu as à chaque fois de réussite par rapport à ça. C'est un peu dur à expliquer comme ça, sans écran, mais globalement, c'est ce que fait un data analyst toute la journée. Ok. Sauf que le data analyst, Ouais. On va dire que c'est le niveau basique. Le bon data analyst, il comprend les maths qu'il y a derrière scikit-learn, et il va savoir optimiser les modèles lui-même, et même en créer des nouveaux. Voilà. Il va savoir quel modèle mathématique shooter par rapport à quel besoin j'ai en entrée. Ok. Et alors là, l'IA, maintenant, les derniers modèles qu'on appelle les LLM, Large Language Model, qui permettent de faire des chats GPT. Alors, on entend beaucoup de choses là-dessus, et sur tout ce que ça va remplacer ou pas remplacer, etc. Ouais. Est-ce que finalement, à l'ère de chat GPT, et donc des LLM, il faut encore apprendre des choses à l'école? Est-ce que c'est encore utile? Est-ce qu'il faut toujours faire de la data, ou est-ce que finalement, je vais tout mettre dans le LLM et je vais lui dire, analyse-moi ça? Une chose est sûre, c'est que tous ceux qui n'apprennent pas et qui comptent sur le LLM pour ça, seront au même niveau que tous les autres qui font la même chose. Voilà, donc c'est sûr, si vous voulez rester au même niveau que tout le monde, faut rien apprendre. C'est facile, hein, il n'y a rien à apprendre, mais donc vous ne serez pas meilleur. Donc il n'y aura aucune raison de vous embaucher. Ouais. Okay, si votre job, ça n'est que utiliser ChatGPT sans comprendre ce qui se passe, il n'y a plus de raison d'être embauché. Alors ça peut être quelque part, c'est un autre sujet, il y a un vaste débat, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est même pas notre débat. Le truc est là de toute façon, il va arriver et il va évoluer. Donc moi, ce que je dis aux élèves, c'est que déjà, ChatGPT aujourd'hui, il code bien, mais il comprend pas trop ce qu'il fait. Peut-être que demain, il comprendra mieux, mais il donne du code buggé. Donc c'est sûr que si vous comprenez pas le code qu'il vous donne, vous êtes un utilisateur, je trouve pas la métaphore, utilisateur complètement passif, incapable d'améliorer ce que ChatGPT donne, incapable de voir où est le problème. Et ça, je leur montre des exemples, alors que celui qui code, il va dire « Ah oui, ça c'est bien ce que tu m'as donné, mais tu t'es trompé juste là, et tac, et celui-là qu'utilise ChatGPT et qui est un bon codeur, lui, il va aller très très vite. » Ouais. Évidemment que je dis aux élèves, il faut utiliser ChatGPT, connaître ses limites, etc. Mais il faut aussi être un bon codeur. Voilà, c'est la combinaison des deux qui fera que là, vous allez surperformer. Okay. Voilà. Et l'autre chose que je leur apprends, là, c'est pas vraiment du business, mais c'est la notion de plaisir. C'est que ChatGPT, il n'a pas de plaisir à faire les choses, il s'en fout complètement de faire ou de pas faire. Voilà, il s'en fiche. Alors que vous pouvez avoir du plaisir à coder. Donc, codez. Ouais. Les échecs, quand c'est Sam Altman qui donne cet exemple-là. Donc Sam Altman, c'est le fondateur de ChatGPT. Ouais. OpenAI, qui est la boîte qui fait ChatGPT. Exactement. Il dit, quand Deep Blue est arrivé, qu'il a battu Kasparov aux échecs, quand la première fois dans l'histoire un ordinateur a battu un champion d'échecs, il y a plein de gens qui se sont dit, ça y est, on va arrêter de jouer aux échecs. Eh ben non, on va pas arrêter de jouer aux échecs. Il y a énormément de gens qui jouent aux échecs parce que c'est génial de jouer aux échecs. Alors ça, c'est la partie plaisir. Il y a plein de gens qui vont dire oui, ok, ça me fait plaisir de faire Python, mais là, je cherche à apprendre un boulot. D'accord, mais c'est deux sujets. Je pense qu'il faut garder le plaisir et garder le principe de si vous ne faites pas l'effort de comprendre, de toute façon, quoi qu'il se passe dans l'évolution des modèles d'IA, vous ne serez pas meilleur. Vous serez au niveau de tous ceux qui savent utiliser ChatGPT, c'est-à-dire tout le monde tout le monde. Donc, bien sûr qu'il faut continuer à apprendre et apprendre à apprendre. Ouais. Puis par rapport à ce que tu disais aussi un peu plus tôt, c'est au-delà d'apprendre l'outil, de savoir coder en Python, cet outil, en fait, apprendre à coder en Python, ça permet de faire de la data, donc d'analyser des données pour prendre des décisions, de le faire concrètement. Et en fait, en faisant ça plusieurs fois, en fait, c'est aussi une façon d'apprendre à réfléchir. Bien sûr, et bien sûr. Réfléchir en se basant sur des faits pour prendre des décisions. Et d'aimer comprendre. C'est une structuration de l'esprit et de... Exactement. Il y a une image que je montre toujours en début de cours. Hein. J'aimerais bien la montrer là. Peut-être que tu pourras la montrer dans l'insérer. Ouais, on l'affichera là. Voilà. C'est Dog, God. En fait, c'est les deux états de chaque programmeur. J'adore cette image. À gauche, il y a the two states of every developer. C'est pas, il y a des développeurs qui sont comme ça, d'autres qui sont comme ça. Non, c'est the two states of every developer. Parce qu'il y a une partie de votre temps de travail que vous passez dans cet état-là et une autre dans l'autre état. C'est quoi ces deux états? C'est God et Dog. Il y a une image avec un mec qui est dans une espèce de ciel, on voit qu'il est en puissance, il a une main sur un clavier, une main machin, une espèce de dieu, voilà. Et de l'autre côté, il y a une image d'un chien. Ça, c'est quand tout marche bien. Alors, je en viens après, qu'est-ce que c'est? Et l'autre image, c'est un chien qui a une main sur un clavier et qui regarde comme ça en souriant. Voilà. C'est les deux états. Il y a un état où on vient de copier-coller un truc. Bon, ça fonctionne à peu près, on ne sait pas du tout ce qui se passe, etc. On a tapé sur entrée et ça fonctionne, on est content, c'est bien. Mais sauf que là, dans cet état-là, quand on vous demande d'améliorer ou de débugger, là c'est impossible. C'est impossible parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc toute la suite, ok, vous avez réussi à faire un truc, ça marche en appuyant sur entrée, mais toute la suite va être difficile et va être que souffrance parce qu'on ne comprend pas. Alors que dans l'autre état, quand vous avez fait l'effort de comprendre étape par étape et que dans votre esprit, il y a une cathédrale de savoir par rapport au code qui a été construit, les fondations d'abord, le mur, le toit, et que tout est rangé et qu'il y a ça et que donc vous
comprenez ce qui se passe, tout devient facile. Et là, il y a une sensation de puissance, etc. Donc tout ça pour dire que oui, il faut tendre vers ça, tendre vers la compréhension, et comprendre, ça demande un effort. Et une fois qu'on a appris à comprendre un domaine, demain, ce sera plus facile pour apprendre à comprendre l'autre domaine. C'est une dynamique qu'il faut transmettre, je pense. En fait, on fait de la gymnastique intellectuelle. Mais bien sûr, partout, tout le temps. Et on a oublié ça parce que on est devenu paresseux un peu. Hein. C'est qu'on a de plus en plus des consommateurs. C'est que l'informatique a fait de nous des consommateurs, c'est encore un autre débat, et qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont une étude de consommateurs. C'est bien, et je comprends, parce qu'il faut mettre les écoles en compétition, choisir les bonnes écoles, celles où il y a une bonne pédagogie, etc. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a un effort à faire. Il faut accepter l'effort. Bien sûr. Voilà. Et c'est dans l'effort que tout va se faire. Il faut apprendre à aimer l'effort. Ouais. Quand on court, moi je cours pas souvent, donc moi je trouve ça pénible, mais j'ai des copains qui courent tout le temps, et en fait ça devient addictif. Ça devient une drogue. On adore courir, quoi. C'est un plaisir énorme. Ouais. Alors j'ai quelques petites questions pour finir, avec des réponses assez rapides si tu peux. Ouais. Première question, quel conseil donnerais-tu à un élève qui est aujourd'hui en terminale et qui réfléchit à son orientation ? Et je lui demanderais d'essayer beaucoup de choses, le plus de choses possible avant de choisir. Parce qu'il faut essayer, pour savoir si ça plaît, il faut essayer. Faut qu'il essaye de faire un meuble, faut qu'il essaye de... Moi, je pars dans tous les sens, je pars dans une direction où moi j'aurais aimé aller, quoi. Ouais, faut qu'il essaye de faire un programme, faut qu'il essaye de faire une recette de cuisine, faut qu'il essaye d'aider quelqu'un à faire quelque chose, qu'il voit où il est à l'aise et qu'est-ce qu'il donne, vers quoi il a envie d'avancer. Okay. Et pas faire que regarder l'image des gens sur Internet. Parce que s'il fait que regarder l'image des gens sur Internet en disant « Ah, c'est cette image que je veux, etc. » peut-être que tout le chemin que lui, il a fait, cette personne, pour arriver à cette place, peut-être ça va pas lui plaire. Donc il voit que l'image à la fin et machin, mais qu'en fait, il sait pas si ça va lui plaire tout ce qu'il faut pour arriver là. Donc essayez. Ok, super. On parle beaucoup de la place des maths en France. Et notamment, il y a un choix maintenant qui doit se faire en seconde. C'est est-ce que je garde les maths ou pas ? Maintenant, on choisit ses matières. Qu'est-ce que tu conseilles à un étudiant de seconde ? Alors, les très bons en maths, en fait, la question ne se pose pas. Généralement, ils gardent les maths. Ceux qui vraiment détestent ça, comprennent rien en maths, détestent ça, généralement, ils gardent pas les maths. Mais je trouve qu'il y a, tu vois, toute une catégorie intermédiaire de gens qui se disent bon, les maths, je m'en sors, je suis pas forcément une star, mais je m'en sors. Mais est-ce que stratégiquement, j'arrête les maths, etc. Enfin bref, il y a plein de calculs comme ça. Toi, qu'est-ce que tu conseilles ? Tu vois un étudiant de seconde qui se pose la question, qui est un peu entre les deux. Je vais pas être bon pour répondre à cette question. Parce non, mais que moi, j'ai pas été bon en maths aussi. C'est-à-dire que j'ai fait une terminale D, c'était maths bio. Ça doit correspondre à un S-bio aujourd'hui, etc. Mais j'avais pas à l'époque la capacité de concentration, ou alors l'intelligence, je ne sais pas, peut-être que je saurais jamais, pour comprendre certains trucs en maths qui allaient un peu plus loin. Moi, je me suis arrêté au théorème des accroissements finis. Après, ça a commencé à devenir trop abstrait. Mais je regrette de pas avoir poussé. Je regrette de pas avoir eu la capacité de concentration, parce que je pense que si j'avais eu les maths, il y a certaines choses que j'aurais mieux fait dans ma carrière. Voilà. Okay. Donc moi je conseille à tous les élèves qui, ça les embête, mais quand même ils pensent qu'ils peuvent en bossant un peu, ils voient qu'en bossant ils y arrivent, qu'ils gardent les maths, quoi, au moins jusqu'au bac. Au moins jusqu'au bac. Surtout qu'à l'époque où tu as arrêté, toi c'était quoi ? C'était après la seconde du coup, ça à peu près ? Non, j'ai arrêté en termes, j'ai eu mon bac. Donc t'as été... j'étais à la fac, j'ai eu mon bac, D. Mais évidemment que t'étais à la fac, j'ai dit mais les maths, t'as continué jusqu'au bac aussi, et tu faisais j'ai continué jusqu'au bac, et j'ai, mes premières années de prépa et de Doug, j'ai fait plusieurs tentatives scolaires, j'ai eu des maths. Oui, donc t'as quand même fait des maths jusqu'à tard. Oui, j'ai fait des maths. T'as pas arrêté après la seconde. Non, je parle. Souvent, on se dit que la tech, de manière générale, et d'autant plus les maths ou la data, sont des métiers, pour les mecs. Ou en tout cas, il y a beaucoup plus de mecs dans ces métiers que de jeunes filles. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que c'était vrai statistiquement à l'époque où moi j'ai commencé en informatique, mais je pense que c'était quelque chose qui est créé, quelque chose qu'on a induit nous-mêmes, que le comportement des sociétés a induit. Parce qu'aujourd'hui, je vois bien dans les classes que maintenant, il y a autant de mecs que de nanas, pratiquement, et que je vois pas de différence particulière de niveau. Aujourd'hui, en tout cas, à l'école Albert. Okay. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour attirer plus de jeunes filles aujourd'hui dans les métiers de la data ? Ce que vous faites, c'est-à-dire rendre ce métier attrayant, en tout cas en ligne, et montrer que c'est pas un métier où on est enfermé, et voilà, montrer que c'est un métier où on communique, et je sais pas, j'ai pas de solution. Faut qu'elle vienne tester. Il y a des journées d'immersion, il y a des journées d'immersion chez nous, il y a des journées d'immersion dans les écoles de dev. Parler avec tous les gens qui sont là. Faut qu'elle vienne ici rencontrer les autres jeunes filles et jeunes hommes qui étudient ici, et puis. Je vois plus des différences qu'il pouvait y avoir, je sais pas, comme moi j'ai fait mes études. Il y a vraiment des clans, etc. Maintenant c'est fini tout ça. Ouais. Ok, top. Écoute, Benjamin, merci, ravi d'avoir échangé avec toi aujourd'hui. Merci. Et puis à très vite. À bientôt.